Que des révélations pour vous ce soir en live sur la BDR TV. Premier GRS, ça faisait longtemps, du mois de mai. Fais ce qu'il te plaît. Ou pas. Bah, enfin si, des fois les réals ils font un peu trop ce qui leur plaise. Mais nous on va remettre les pendules à l'heure. Mais pour remettre les pendules à l'heure sur une émission cinéma, que dire, la plus OP du Twitch Game, il faut des mecs qui poncent pour vous les films et qui viennent vous dire ce qu'il faut voir ou pas voir. En tous les cas qui vous conseillent. Avec Raven, comment ça va Ça va et toi? Ça va, ça fait bizarre de te demander comment ça va alors que ça fait 3 heures que je suis avec toi. Sinon en fait, je t'ai pas... Bah attends, on va arrêter de se dire ça va quand on fait des lives, on se parle pas et on se parle que là, tu vois. Là, vrai, ouais. Ça va être très dur, alors on va pas spoil, mais ça va être très dur de débattre sur... Enfin, vous allez voir. Honnêtement, moi je suis sorti un peu contrarié du mois d'avril, parce que je trouve que... Hollywood se fout quand même bien de notre gueule, vraiment, et que là, il y a vraiment plus volonté de faire d'efforts. Et même quelque chose que j'aime beaucoup, j'ai été vertement déçu. Et c'est trop dommage, et ça me saoule. Heureusement, des fois. Bah en fait, mais ce qui me vénère, c'est que c'est même pas des films que je choisis qui sont bien, c'est des films que eux ils choisissent. Et ça me saoule. Il y en a un, je trouve que... c'est vraiment une déception parce qu'ils auraient pu faire mieux. Ah oui, et pour moi, le deuxième est moins pire que celui-là. Ouais. Hein. Il va prendre une meilleure note. Mais oui, on voit. Voilà, pardon. On n'a rien vu en fait. On n'a rien vu, c'est du vide. Mais oui, donc Godzilla X Kong, donc deuxième opus du crossover. Et 1, 2, 3, 4, cinquième film. Du Monsterverse. Il y a Godzilla 1, Godzilla 2, Kong Skull Island. C'est ça. Le premier Godzilla versus Kong et là Godzilla X Kong. Le nouvel empire. Mais avant de parler du synopsis, je te laisse nous parler du réalisateur frauduleux qui s'occupe de ça, le pauvre, ainsi que des acteurs. Adam Wingard, donc qui a fait beaucoup de choses. Ce que je voulais, voilà, réaliser Your Next et un segment dans les VHS. Qui est plutôt intéressant, qui a fait The Guest, qui est très très bon, mais qui a réalisé le Death Note de... le Blair Witch, on l'a vu ensemble je crois, le Blair Witch, non? C'est le remake de Blair Witch, mais qui, au début du projet, n'était pas un remake de Blair Witch, qui s'appelait The Forest, tu vois, enfin bref, film de merde, et Death Note 1 et Death Note 2, je crois, je suis pas sûr, Death Note 2 qui arrive en 2029 apparemment, et le I Saw the Devil remake d'un film coréen. Donc voilà. Enfin bon. Et remake de Event Horizon, premier film de Paul Anderson. C'est ça. Son meilleur film. Autre réal frauduleux d'ailleurs. Donc voilà, quelqu'un qui a bien commencé, qui après s'est dit je vais juste encaisser l'argent. Voilà, plein de gens au scénario et en vrai on s'en fiche un peu. Il y a autant de monde que ça pour le scénario. Alors, c'est une blague. Ouais, il y a des collaborations de scénario, donc il est dessus, le réalisateur d'ailleurs. Mais tu vois, il y a scénariste Terry Rossio et Terry... Tu vois, en fait, il y a collaboration... Je comprends pas. Collaboration scénario Simon Barrett et au scénario, et il y a Jérémy... On s'en fout. Bref, on retrouve les personnages de... Les acteurs et actrices de Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Dan Stevenson... qui avait joué dans The Guest du réalisateur, Kelly Hotel, qui était aussi dans le précédent, Alex Fern, Fala Chen, Raquel House, Chantel Jamison, et puis bien d'autres. Il y a plein de personnages qui ne servent à rien dans ce film-là, de toutes les manières. Donc voilà. Le casting est de Godzilla X Kong cette fois-ci. C'est le monsieur de Atlanta, probablement. Peut-être. C'est lui qui l'a vu, Atlanta, c'est pas moi. La série. Ça me dit rien là, comme ça, mais... Alors, Godzilla X Kong, alors on nous laissait à la fin du premier opus où Godzilla et Kong se mettaient comme un accord, où il fallait que chacun... il fallait qu'ils prennent des distances, il fallait qu'ils se replient, et que si chacun avait sa chambre sur Terre, ça se passait bien. Et c'est exactement ce qu'ils font, donc ça se passe des années après le premier opus, où les héros, certains héros qui sont dans le 1, notamment la scientifique, la fille adoptive qu'elle a récupérée sur l'île du crâne, et le complotiste qui fait des podcasts se retrouvent. Kong vit dans la terre creuse pendant que Godzilla vit à la surface, donc le but du jeu c'est que l'un n'aille pas chez l'autre et comme ça il n'y a pas de bagarre. Sauf que donc du coup la société monarque fait des recherches dans la terre creuse depuis qu'ils l'ont découvert dans Godzilla Kong
Ils se sont dit, tiens, est-ce qu'il y a des ressources? Tiens, est-ce qu'on peut observer Kong, là, les bestioles, etc. Donc il y a une sorte de, voilà, de société qui vit là-bas, on s'en fout, c'est pas intéressant, enfin ça va servir le film, mais c'est presque accessoire. Et un autre danger, en fait, vit en terre creuse, j'ai même presque envie de vous dire, mais vous comprendrez si vous allez voir le film. C'est un peu ça, ouais. Et c'est dommage, parce qu'on en reparlera. Et du coup, Godzilla va devoir faire, avec Kong, face à ce nouveau danger, incarné par cet antagoniste. Alors, que dire du film? Alors déjà, point positif, l'antagoniste, moi je l'aime beaucoup, lui il l'aime pas. Je le déteste. Moi je trouve, l'image que t'as mis, elle est vraiment cool. Ouais, l'image que j'ai mise et tout. Bah moi... Donc cette image-là, qui représente, je sais même pas si c'est une image officielle ou quoi, non, pour moi, c'est qui représente l'antagoniste du film, qui est pratiquement montré dans la bande-annonce d'ailleurs. Hein. Ouais, enfin moi je l'ai pas vu la bande-annonce, j'ai vu que le trailer. Mais moi j'aime beaucoup le délire. Mais ce qu'ils ont... Enfin, en fait, il faut savoir que le film commence. Je vais vous dire juste la scène d'ouverture, c'est quoi? C'est Kong qui vit dans son milieu naturel et il a une carré. Et c'est premier degré, quoi. Qui a eu... Quand je vois qu'il y a 5 ou 6 personnes qui ont bossé sur... Enfin, peut-être 3, tu vois, qui ont bossé sur le scénario. Il a une carie, il faut le soigner, donc c'est pour ça qu'il remonte à la surface, et c'est pour ça que ça énerve Godzilla. Enfin, je sais même pas si c'est pour ça, parce que... Non, ça l'énerve pas, puisqu'il repart aussi sec. Ouais, voilà. Je sais même pas, parce que, en fait, Godzilla fait sa vie dans le film... Lui a une meilleure vie hors du film en fait que dans le film, tu vois. Lui il kiffe sa vie. Je sais pas, enfin honnêtement, les acteurs je vais même pas leur en vouloir parce que qu'est-ce que tu veux jouer? Ils sont vides, ils ne servent à rien. Ouais, mais c'est pas de leur faute, c'est de la faute du réal. Oui, du scénariste j'ai envie de dire même. Du scénariste aussi. Les personnages humains ne sont pas écrits et ne servent strictement à rien. Et le 1 on s'était bien marré parce que le 1 il y avait un parti pris un peu con mais ça valait le coup, c'était sympa, je sais pas si on l'a noté. Si, on a dit. On lui a mis une note. Je me rappelle plus. En tous les Faudrait cas, regarder, mais je me souviens plus. Mais oui, on l'a vu. Oui. Ouais, le 1, si, on l'a vu. Tu l'avais acheté pendant le confinement. Parce qu'il devait sortir au cinéma, mais il y a eu le confinement. C'est vrai, ça. Et tu l'as acheté, c'est vrai, je crois, pas assez cher. Zappé. Et on l'a regardé chez toi sur ta télé. Oui, parce qu'en fait, le 1, le Godzilla vs Kong fait partie de ces films où ils sont sortis. Il devait sortir pendant le mois de mars. En film, au cinéma, mais sur les plateformes. Il n'est pas sorti au cinéma. Ouais, c'est ça. Aux États-unis, ici. Mais chez nous, non. Il n'est pas sorti au cinéma, il est sorti direct sur les plateformes. Et je crois qu'il fait partie de ces films-là où tu pouvais voir direct. Et il a cartonné. Et il y avait un truc sympa dans le 1. D'ailleurs, c'est horrible parce que peu après avoir vu Godzilla X Kong, et ben j'ai vu Skull Island. Et ben après avoir vu celui-là, Skull Island c'est une pépite. Ah ouais. Et c'est incroyable parce que Skull Island on l'avait trouvé au quai tiers, il était sympa mais il était pas ouf. Skull Island propose déjà beaucoup de choses mieux que ça en fait. Mais il propose tout de mieux que ça. Franchement, et c'est là où on voit que c'est du foutage de gueule. Tu peux faire ton film Kong versus Godzilla ou X Godzilla, tu peux mettre cet antagoniste là qui d'ailleurs a un yinche, je vais pas en dire plus, il a un chien, et bon, peut-être qu'il y a des... Enfin, même s'il y a des trucs dans le paysage au CGI qui sont sympas, on passe complètement à côté, on n'est pas du tout dans le film, c'est mal, c'est... Enfin, il y a... Le scénario est con, il vous prend pour un con. Mais c'est pas grave que le scénario il soit con. Non, il vous prend pour un con. On aime bien les scénarios cons, moi j'adore, tu vois. Il est stupide, il est débile. C'est pas qu'ils te prennent pour un con, c'est pour moi, si. Hein. Non, pour moi, il n'y a pas d'effort. Pour moi, il n'y a aucun effort. Il n'y a aucun effort sur le dénouement. Il n'y a aucun effort sur le... Même si tu sais qu'il gagne à la fin, tu sais, il n'y a pas d'enjeu. En fait, c'est un film sans enjeu. Tu sais que t'as Godzilla X Kong. Diana Dami dit, pendant le confinement, on l'avait regardé chez toi. Oui, c'est vrai. Ça va. Ça va, c'est du passé. C'est du passé. Oui. Là, on habitait pas loin, du coup, je jugeais que ça comptait comme étant toujours l'extension de là où je vivais, donc on s'en fout. Mais, ouais, cette scène-là, tu vois, elle est belle comme ça, mais elle m'a même pas marqué, quoi. Oui, parce que cette scène-là, en fait, je vois en plus montre le parcours pour aller de Godzilla d'un point A à un point B. C'est même pas de Godzilla de King Kong, pardon. De Kong, il l'appelle même pas King Kong d'ailleurs. C'est pas la terre creuse, t'as dit tout à l'heure. Bah ouais. C'est ça que t'as dit. Bah hein. Ouais, dans la terre creuse. Complètement stupide, c'est vraiment, il est dans la terre creuse, il ouvre un rideau et il y a une autre terre creuse. Non mais oui. Alors, il y a un truc sur les thématiques, c'est la solitude, chercher quelqu'un qui nous ressemble, parce que Kong est seul depuis le premier film, Kong Skull Island.
Kong est seul. D'ailleurs, dans Skull Island, c'est ce qui fait sa singularité et qui fait qu'il est craint sur l'île, c'est qu'il est le dernier de sa lignée. Et dans Godzilla versus Kong numéro 1, il découvre l'histoire de ses ancêtres. Donc, ok, c'est cool, mais elle est juste relatée. Parce qu'il regarde les murs. Et quand il trouve sa hache, là. C'est exactement ça. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, je l'ai vu parce qu'ils l'ont sorti pendant que celui-là était au cinéma. Ils l'ont ressorti. Il est mieux que lui, quoi. Il est vraiment mieux que lui. Et là, celui-là, enfin, il y a des... En fait, je pense, honnêtement, même si je suis pas réel, etc., il y a de la part des grosses têtes ou des producteurs, peut-être que c'est les producteurs qui ont voulu ce genre de film, je sais pas ce qui a été dit pendant les projections tests, pour moi, il n'y a aucun effort. Non, parce que... Vraiment aucun effort. Pour moi, c'est dans le délire, on veut faire une saga à la Fast and Furious, et c'est exactement ce qu'ils veulent faire. Je crois qu'ils cartonnent en plus. Ouais, je crois qu'il a bien marché. Ouais. Et le truc le problème, c'est que ils ont trop de personnages en parlant des monstres et des humains, et les humains ne sont pas du tout développés et ne servent vraiment à rien. Alors déjà que dans celui d'avant, ils servaient pas à grand chose. Mais il y avait du méchant un peu. Millie Bobby Brown que j'aime bien, donc puis c'est ce qui faisait extension avec Godzilla 2. Tu vois, là, il y a même plus et les personnages qui étaient dans Godzilla 2. Et puis d'ailleurs, ça y est, on reparle de la fin de Godzilla 2 dans celui-là, ou dans le précédent, le Versus, on parlait pas du tout. Là, on en parle un petit peu, c'est expédié comme ça. Le problème, c'est que Godzilla, il est plus fort que King Kong, donc ils peuvent pas se les faire affronter, ou ils peuvent pas les mettre... ils peuvent pas mettre Godzilla dans l'aventure de King Kong, parce qu'il y a un problème d'égalité, en fait, d'équilibre. Donc ça ne fonctionne pas, tu vois. Et encore une fois, ce que j'avais reproché déjà à Versus, mais qu'il était un petit peu moins que celui-là, le rapport des chaînes n'y est plus du tout là. C'est que vraiment, là, dans la toute première partie où on voit Kong, un petit peu Godzilla, mais Godzilla, dans le film, on doit le voir 10 minutes et encore, je suis gentil, tu vois. On voit plus que ça. On voit plus que ça. Alors, peut-être à la fin, quand il y a le combat, mais dans toute la première partie, t'as Godzilla qui est tout seul dans l'eau, là, enfin bref, voilà. Et on suit beaucoup plus King Kong, qui fait en fait son road trip dans la Terre creuse. Et d'ailleurs, j'ai soupçonné qu'il voulait faire un petit clin d'œil, tu sais, à la planète des singes quand il n'y a pas de dialogue et tout ça, tu vois. Peut-être. Sauf que là, c'est très mal fait. Sauf que on parle de monstres qui font des centaines de mètres de haut. Et là, en fait, le rapport d'échelle n'y est même plus parce qu'en fait, ils côtoient d'autres monstres, ils côtoient des trucs qui sont énormes. Donc, en fait, pour nous, c'est des personnages lambda, en fait, tout simplement. Et juste, il l'avait fait aussi pour le film d'avant, mais le fait de vouloir humaniser ces monstres. C'est des monstres, c'est pas des humains. Et il le dit en interview, que ses références pour King Kong, c'est Die Hard, Mission Impossible, mais putain de merde. Et c'est vrai que j'ai vu des trucs où quand King Kong saute, il fait le saut de Bruce Willis dans Die Hard. Pourquoi tu fais ça? À quoi ça sert? Bah écoute, moi j'ai envie de te dire, même parce que tu humanises Kong, c'est pas grave, parce qu'il l'a fait Peter Jackson, tu vois. Non, King... Alors, oui, mais il l'a bien fait parce que King Kong, dans le King Kong de Peter Jackson, il est à quatre pattes pratiquement tout le long du film. Et il est bestial. Là, il est comme ça, il se gratte le dos, il met sa hache comme ça, c'est un bûcheron. C'est vrai. Non, je suis désolé. Et puis Godzilla... des gens le disaient déjà dans le Gareth Edwards, hein, ils disaient c'est un gros chat, mais là, clairement, c'est un chat, pour moi. Godzilla est un chat dans celui-là. Choix douteux, scène de combat. C'est-à-dire que j'ai vu le combat de Skull Island où Kong se bat contre le plus grand rampant de l'île du crâne. Bah tu vois, même s'il se tient debout, ça me dérange pas parce que le combat il est épique. Ça c'est pas, tu peux, la posture c'est pas grave. Mais et quoique dans Skull Island ils le font un peu, mais le fait que il a une carie, il se gratte le cul, il se comporte comme un homme. Après les singes se grattent le cul. Oui, non, mais est-ce que t'as déjà vu un singe dans la vraie vie, un gorille au machin, marcher comme ça et faire des trucs comme ça? Non. Donc en plus il vient de Skull Island, tu vois, où il n'a jamais vu d'humain, tu vois, et là il revient il a vu des humains dans Skull Island. La petite fille et tout, la tribu là, tu vois. Mais il les côtoie pas parce qu'ils ont peur de lui. Ouais. Ils sont en mode divinité et tout, comme ça, je crois. Il vénère Kong. Ouais. Donc à part la petite fille, mais c'est tout, et encore. Bon, déjà le fait qu'il signe, mais au film précédent déjà, j'étais en mode mais allez, c'est bon quoi.
Mais là, vraiment, et puis le scénario nous prend vraiment pour des cons. C'est en mode, oh, on a une tribu, là, ils sont super forts, mais ils n'exploitent pas pour partir, mais ils ont quand même peur. Hein. Et puis, pour moi, l'ennemi, donc l'antagoniste que t'aimes bien, c'est en mode... Bah, j'aime bien le design. Moi, j'aime bien le fait qu'il non, mais ressemble après à ça, je tu pense vois. que c'est comme l'art, t'aimes ou t'aimes pas, mais voilà. Mais il est sur un siège, et il attend que quelque chose se passe. Sinon, il ne fait rien. Bah, il est sur son siège parce qu'il y a une raison. Je veux pas défendre le film, tu vois, mais ça, par exemple, je trouve pas ça illogique. Est-ce que tu pourrais m'expliquer, parce qu'on va dire que le méchant a des esclaves, est-ce que tu pourrais m'expliquer ce qu'ils font? Alors, non, parce que bah, j'ai pas compris déjà sur quoi il t'a fait. Non, on sait pas. Et ça fait des centaines d'années, même voire plus, qu'ils sont là. J'ai pas compris pourquoi il sort de sa tanière pour foutre le bordel là où il fout le bordel au début du film pour lancer l'intérêt sur qui est ce truc-là. Parce qu'on le voit avec son œil. Mais il y a des trucs en fait qui sont... En fait, voilà, il y a une autoroute. Alors qu'on disait que Skull Island c'était écrit sur un ticket de caisse. Là, il n'y a pas d'effort qui est fait sur rien. En plus, même sur les combats, les bagarres. Il y en a qui sont pétés. Alors, ils font des prises de catch. Ah oui, non, mais c'est ça. En fait, le problème, c'est ça, c'est qu'il humanise ses bestioles. Donc, d'accord. Mais après, c'est vraiment genre t'as Godzilla qui fait du catch. Il y a un truc qui était fun, c'est la zéro gravité à un moment, pendant cette scène-là, où je me suis dit, ok, mais c'est clairement un délire de. C'est un gosse qui a écrit le truc. Il prend des jouets, il fait ça. Ah, regarde, putain, tu vois, il fait ça, c'est trop bien, tu vois. Et c'est ça, c'est putain, mais arrête de nous prendre pour un con, quoi. Putain, fais quelque chose. Tu vois. Et tu vois, moi, j'aime pas les Fast and Furious, mais. Putain, les Fast and Furious, au moins, ils construisent quelque chose, tu vois. Ils essayent des choses, tu vois. Même si c'est nul. Je suis d'accord. Mais là, c'est en mode, on te fout une merde là. On te dit, voilà, c'est ça. On essaye de sculpter cette tas de merde. Et puis, voilà. Je dirais pas merde parce que je sais pas le faire. Mais on va dire qu'il n'y a pas d'effort. Il y a aucun effort qui est fait. Là, quand je dis ça, je critique pas ceux qui animent les trucs et tout. Bah non, parce en plus, c'est full CGI. Ça doit être un taf de ouf, tu vois. Ça, c'est des tonnes d'équipes de FX qui ont travaillé dessus. Hein. Bah, oui, et c'est un truc de fou. Non, c'est vraiment les choix artistiques et de la prod et du réal qui sont questionnables. Et bon, bah, il laisse un très mauvais goût dans la... Moi, je peux le noter tout de suite. Ouais, moi aussi. Il prend 2 sur 10. Mais moi, c'est un 0. Oh, moi, c'est un 0. J'ai rien à sauver du film. Rien du tout. Ouais, tu mets 0. Je mets 0, il n'y a rien Moi, j'y mets 2 points parce que j'ai bien aimé le design de l'antagoniste. Et le deuxième. Mais je comprends. Après, ça, c'est une matière de goût. Donc, c'est les gens qui ont travaillé dessus. Ouais, il y a des trucs que j'ai regardé quand même pas non plus avec un repoussoir. Oui, il y a du taf et je suis d'accord sur ça. Donc je lui mets 2 sur 10, mais si mes 0, franchement, il bouffe 0. Déjà, moi, de part Godzilla 2, je déteste cet univers. Et les 2 dernières merdes qui nous ont servi là. Bah pourtant, ce que Kong et Godzilla vs Kong, on est. Mais le premier Godzilla et Kong Skull Island, il y a des trucs à sauver. Et le versus, pour moi. Le premier, de mémoire, tu sors du cinéma, t'es content. Le versus? Non, le Godzilla. Ah oui, mais oui, bien sûr. Gareth Edwards. Mais oui, bien sûr. Il y a des trucs que j'ai bien aimé. En plus, toi, il y a des trucs que t'avais pas aimé parce qu'on les voyait pas assez. Et moi, je me dis, mais c'est ça qui est trop bien. Tu vois. Parce que c'était un nouvel angle. C'est un truc qu'on avait rarement vu. Mais là, les 2 derniers, là, ça part en franchise d'action bête et nulle. Alors, je veux bien. Bête et méchante. Bah oui, ça te dérange pas que ce soit con. Ouais, voilà. Tu vois, c'est pas grave. Alors, déjà, juste les appelle plus Godzilla et Kong parce que c'est pas ça. Mais prends pas ton public pour un con, quoi. Et pour moi, ça prend son public pour un con. Complètement. Tant qu'il y a des gens qui nous. Dans tous les cas, je sais que le 3ème, bon, voilà, quoi. Je m'abstiendrai volontairement de pas. Sauf si tu me changes le réal et que tu me fais une vraie proposition, mais sinon, c'est mort. Si le même réal, je bougerai pas le petit doigt. Pourtant, il a prouvé par sa filmographie qu'il savait faire des trucs bien. S'il dit oui à la production et que la production dit on veut un film comme ça, etc. Je suis sûr que c'est exactement ça. Je vois pas l'intérêt d'eux. Donc franchement, moi je vous le déconseille fortement. Et vu que lui a mis 0, eh ben, on vous le déconseille tous les deux très fortement. Pour moi, après, vous pouvez aimer ce genre de truc. Allez vous faire votre propre opinion, mais vraiment. Peut-être, et encore une fois, je reviens sur le fait que vu qu'en fait il y a des jeunes générations qui regardent ça et qui pourraient se forger leur cinématographie ou leur délire, parce que nous pareil à notre époque on avait des films complètement cons qu'on kiffait et que nos plus grands disaient mais c'est complètement débile. Ouais, non mais je suis pas d'accord. Parce que je les compare pas, mais je dis voilà, c'est juste que si y a des gens qui kiffent des jeunes qui kiffent ce genre de truc, ce qui est intéressant c'est que ça part complètement en couille, ça va dans tous les sens et ça propose un spectacle complètement débile. Pour moi ce qui me dérange c'est que ça prend son public pour un con,
tu vois. Mais s'il y a des jeunes qui se disent putain, j'adore le truc débile, il y a que des trucs débiles, et comme ça, et qui forgent on va dire, leur découverte cinématographique avec ça, et qui, avec ça, ont envie de découvrir peut-être des anciens Godzilla ou des anciens Kong ou des films de kaiju tout simplement, tu vois, j'en sais rien. Je salue ça. C'est pour ça que je dis que je pourrais pas dire n'allez pas le voir, mais peut-être que de toute façon on dit ça, mais tout le monde est allé le voir, ceux qui voulaient le voir, tu vois. Donc voilà, mais il y a peut-être ce côté-là qu'on sauvera, que je sauverai du fait que peut-être que ça peut donner à manger à certaines personnes qui n'ont pas vu. Surtout les gens qui l'ont vu, il y en a qui vont découvrir l'histoire des kaiju. Il y a sûrement des gens qui sont fans de cet univers. Alors, le deuxième film est la suite d'une franchise célèbre dont nous avions vu le reboot suite, c'est-à-dire c'était la suite directe du deuxième opus de SOS Fantôme. Et on avait parlé d'honnêteté dans la réalisation. La proposition qui avait été faite de ce film, il y avait des choses qui nous avaient pas trop convenu, mais on était ressorti de la séance plutôt pas extrêmement content, mais pas déçu du tout. On a dit, moi je me rappelle, c'est sympa, tu vois. C'est un bel hommage, on disait. Un bel hommage. Et fort de ce succès, puisque SOS Fantôme, l'héritage a très très bien marché, il était tout à fait naturel qu'un autre opus vienne. Je crois que c'était même déjà lancé quand... je sais qu'à la fin... Avant que le film rentre dans ses frais, à mon avis, je crois. Donc là, ce qui était intéressant pour nous, surtout qu'on avait montré la bande-annonce lors d'un GRS en début de saison, c'était l'idée qu'il y allait en fait, le problème c'est que dans l'héritage, et aussi dans SOS Fantôme 1, il parle du même méchant qu'est Gozer. Et là, pour le coup, il y avait une nouvelle menace qui allait venir casser les pieds aux chasseurs de fantômes, la nouvelle équipe, du coup, qui sont les héritiers directs de Spengler. Et bien, on va vous en parler tout de suite. Je voulais montrer une image, mais ils sont très pauvres en images, donc on va passer direct au casting. Parle-nous du casting et du réalisateur. Réalisé par Jill Kennan, que je ne connais pas, on va voir tout de suite, je me suis pas renseigné avant, hein. Donc, qui a réalisé le remake de Poltergeist qui est pas ouf, Monster House qui est génial, La Cité de l'Ombre que je n'ai pas vu, donc Poltergeist qui apparemment selon certains était pas mal. Tu l'as vu? Le remake là? Le remake, ouais. Tu t'avais bien aimé? Pas du tout. Pas du tout, j'avais pas aimé. Ça a éclaté. Mais moi, d'une, parce que le premier Poltergeist qui était produit et peut-être réalisé par Steven Spielberg, pour moi est un chef-d'œuvre. Hein. Mais c'est vrai que le remake était pas ouf. Mais prochain film en 2032. Waouh, ah ouais, putain, le gars. Non, il va avoir d'autres trucs, c'est sûr. Ouais, je pense. 2024-2032, ça fait beaucoup quand même. Et scénariste, pareil. Ah, si, il était scénariste sur celui d'avant, t'as vu? Ouais, là, donc voilà. Monster House, c'est un dessin animé qui était produit par Steven Spielberg, qui était vraiment pas mal, quoi. Donc, c'est dommage. C'est dommage. Au scénario, il y a Jason Reitman, bien sûr, le fils de Ivan Reitman, qui était c'était lui, je crois, le réalisateur de l'héritage. Voilà, c'est ça. Je me trompe pas. J'avais un doute, mais je me trompe pas. En acteur, on retrouve Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mike Kenna Grace. En nouveau personnage, Kumail Nanjiani qui jouait dans Les Éternels. Ok. Voilà. Patton Oswalt, Celeste O'Connor, Logan Kim. Voilà. Puis bon, il y a pas mal d'autres personnages, puisqu'il y a quand même pas mal de personnages dans ce film-là. Donc voilà. Et puis le film est... mince. Dédicacé à Ivan Reitman parce que Ivan Reitman est mort entre l'héritage et celui-là. Oh. Donc Ivan Reitman qui était le réalisateur des anciens Ghostbusters. Et du coup, la menace de glace nous parle donc de Phoebe, Trevor et leurs parents, donc Cally qui s'est entiché du professeur de physique qui était avec eux dans l'Amérique rurale, dans la campagne, dans l'opus qui était une bonne idée d'avant, qui était une très bonne idée. Et donc ils sont revenus dans les locaux de SOS Fantôme pour continuer leur travail donc de chasseurs de fantômes et renouer avec ce qu'ils avaient commencé à faire dans le premier opus. Néanmoins, un danger plane sur New York, un danger dont on ne parle pas trop, mais qui vous glace le sang.
et ils vont devoir faire face à un fantôme ou un esprit frappeur, on peut appeler ça comme vous voulez, qui va bousculer les codes et jeter un froid entre l'équipe des fantômes et lui. Jeter un froid, c'est J'essaye drôle. d'animer le truc. Et alors, c'est décevant. C'est décevant. Il y a des très bonnes idées, notamment la scène d'ouverture qui est cool. Que quand le film commence, La scène, et je pense qu'ils ont tout mis dedans. la scène d'ouverture est incroyable. Mais pas dans le sens visuellement, elle tape pas, même si elle est belle à regarder. Mais je me suis dit, ah oui, ok, sympa. Ça annonce du beau. Ça annonce bah cool. du beau et du bon. Et il y a tout un process, parce que dans le film, il est question donc d'autorité, de responsabilité, de confiance. Bon, bah, c'est des thèmes qui sont assez actuels. C'est quand même un film qui, avec ses acteurs, notamment Trevor et Phoebe, se veut assez proche de la nouvelle génération pour leur faire renouer avec l'héritage du passé de la pop culture des années 80-90. Et, et bon, il y a encore des easter eggs qui veulent nous parler du 1, mais ça y est, faut arrêter, on s'en fout. À la rigueur, t'en glisses un hyper discret que seuls les mecs qui décortiquent les films verront. Mais t'es plus obligé de nous faire le coup de la bibliothèque. Stop, faut arrêter. Le problème, c'est que on l'a eu ça dans celui d'avant. On l'a même vu dans celui des femmes, avec les actrices. Oui, alors moi je ne l'ai pas vu. Et apparemment certains réhabilitent par rapport à celui-là d'ailleurs. Bah, Mais ce que je veux dire, c'est que moi, l'hommage et l'héritage, enfin et tout ça, on l'a eu dans le film qui s'appelle L'héritage d'avant. Donc pourquoi ne pas passer à autre chose. Voilà, tu vois, à autre chose quoi. Mais surtout que le film en fait va vous faire cavaler. Alors déjà, il faut savoir que Trevor, on le voit presque pas. Le jeune homme là qui joue dans Stranger Things. Attends, il est là. Et là on le voit presque pas du film. Et c'est un peu en plus un gag quand on le voit, un running gag qui est nul en mode hey, j'ai 18 ans, je suis grand. Oh là là, et il sert qu'à ça. Même c'est très bien que tu aies mis cette photo là, même le petit podcast. Ouais, qui était cool dans le premier. Qui était cool dans le premier, donc alors bien sûr c'est des enfants, mais ils auraient toujours pu être accompagnés des adultes parce que c'est ça qui était aussi fort dans les dessins animés, c'était la différence qu'il y a entre tous les personnages et même dans le premier SOS Fantôme, c'est de voir la disparité que t'as entre tous les gens qui composent cette unité ou bref. Donc lui on le voit mais un peu. On a fait revenir les anciens d'SOS Fantôme, très bien. Pourquoi faire comment Bill Murray sert à que dalle. Et il y a aussi le fait de comment ils sont insérés dans le film. Alors je veux bien que tu les as mis dans celui d'avant et tu les as un peu glorifiés dans celui d'avant, tu vois. Même si je trouve pas qu'il est incroyable celui d'avant, mais le réalisateur donc il avait cette petite truc pour sublimer les passages, pour faire proposer des trucs vraiment intéressants et jolis, en mode ça c'est un peu nostalgique, tu vois, le petit truc nostalgique qui fait c'est cool quand même. Là non, ils te font apparaître les vieux personnages en mode ouais non, comme ça. Enfin putain, t'as quand même les acteurs emblématiques, même si tu les as déjà vus celui d'avant. En plus tu mets du temps à voir Bill Murray et ils te le font apparaître dans une scène qui est pratiquement un remake d'une scène des anciens films, tu vois, où il est en train d'interroger l'autre, tu vois, tu fais, mais ils sont sérieux. Et c'est vraiment, t'as un cut et t'as lui, et pas de présentation, cut, lui, frontal, et il fait, alors à la rigueur parce qu'il y a quand même de bonnes idées dans le film, notamment une qui est incroyable. Il n'y en a pas qu'une, oui, t'as raison, il y en a plein. Celle-là, c'est celle qui m'a le plus marqué. Oui, en fait, j'ai tapé le nom du film sur... Goscorp. Voilà, merci. Alors, est-ce que si je mets... Il y a une idée qui est vraiment pas mal parce qu'en fait c'est un univers, tu peux pas tout centrer. Eh ben non. Non, c'est chiant, c'est alors je vais écrire le nom du film en anglais. Tu peux pas tout centrer sur les personnages qu'on a connus dans les années 80-90 et ces jeunes gens-là. Donc l'idéal ou le plus important serait en fait de développer ton univers et dans ce film, il y a le début de quelque chose qui nous tente à montrer que depuis les années 80, il y a eu du chemin qui a été parcouru par les chasseurs de fantômes et que ce qui était au début d'entreprise, une start-up gérée par 4 ou 5 personnes pour chasser du fantôme a finalement pris du galon et est devenu presque comme Men in Black ou une organisation peut-être pas gouvernementale mais une société qui a pris de l'importance. Les naissances d'un truc qui pourrait justement arriver, comme tu dis, avec de nouvelles têtes, avec de nouveaux personnages, avec de nouvelles thématiques, peut-être de nouvelles histoires, de nouveaux lieux, de nouveaux méchants. Et ça, c'est hyper cool de l'avoir fait dans le film et on ne s'en sert. Alors, si tu vois, au-dessus, le gars qui est de dos, non, c'est pas lui. Je croyais que c'était non, c'est pas ça. Et tu pourrais te servir de ça. Et ça qui était cool, c'est que dans l'idée,
Moi, personnellement, j'aime beaucoup SOS Fantôme. Je crois que c'est une de mes licences préférées. Et dans l'idée, ça, je trouve ça hyper cool parce que ça y est, on n'est plus cloisonné aux 4 premiers personnages qu'on a connus une quarantaine d'années. Et tu peux réécrire d'autres histoires avec d'autres personnages. Et je pense que ce serait vraiment pas mal. Et pour la licence, et pour les fans, et pour les nouveaux fans. C'est-à-dire que là, ça y est, tu pourrais même rendre ton œuvre contemporaine. Tu pourrais. Enfin. Et bon, ils s'en servent un peu. Je ne veux pas dire qu'ils s'en servent pas parce que finalement, le truc, on le voit souvent. Bon, je trouve pas. Mais c'est incroyable. Presque anecdotique. Honnêtement. Enfin, c'est dommage. Alors, il y a des trucs vraiment cool. Vraiment cool. Oui, alors là, pour rebondir sur les trucs cool, il y a ça, Dan Aykroyd qui est, en fait, il faut savoir que Dan Aykroyd, donc l'acteur, lui, là, celui qui est tout au fond, là, ça part de lui et SOS Fantôme parce qu'il est fan de paranormal et de trucs comme ça, en fait, dans la vraie vie. Et il y croit vraiment. Et en fait, SOS Fantôme, c'est parti de là. Et là, dans le film, il tient un cabinet de curiosité et de trucs paranormaux et paranormal et tout ça. Je sais pas, on dit paranormaux ou paranormal ? Paranormal. Ouais. Et ça, c'est intéressant, c'est vraiment cool. Il y a vraiment des trucs pas mal. Il est derrière son bureau et tout, il reçoit des objets et tout. Ça part en plus un peu de là. Et ça, c'est vraiment pas mal. Pareil, c'est pas trop développé. Puis, en fait, il y a trop de personnages dans le film et les coupes sont mal faites. Le montage est mal fait et ça switch en mode il est dans son bureau, comme ça, en train de parler de ses objets et tout, et en train de parler aux gosses qui viennent le voir et tout. Et parce que je crois que Podcast travaille avec lui, je crois. Oui, Podcast travaille avec lui. Et c'est intéressant. Coupe, et la scène d'après, t'as justement ce truc de Ghost Corp, qu'on pourrait dire, et il apparaît comme ça et te fait... Et tu sais même pas que c'est lui qui est un peu à l'initiative du bordel, en plus. Hein. Et que je crois qu'en plus, il n'est pas totalement l'initiative, parce que c'est le Renoir qui est maintenant... travaille à la mairie, je crois, ou un truc comme ça. Enfin, qui est haut placé, en tout cas, je crois, dans la ville. Qui a fait en sorte que ça existe. Il y a plein de trucs comme ça. Tu fais, mais putain, mais c'est quoi ce montage de merde ? Il n'y a pas de corrélation. Il y a plein de trucs où tu fais, mais ça marche pas, là. Pourtant, les bonnes idées, elles sont là. La matière, elle est là. L'histoire avec... Attends, allez, où ? Avec la fille, putain, j'ai pas de photo de la fille, mais de la fille, il y a une histoire avec un petit arc d'histoire avec la fille. Ah, pour le coup, Phoebe, qui est génial. L'histoire, elle est centrée. Tu vois ? L'histoire, elle est centrée beaucoup sur elle. Ouais. Et c'est une bonne actrice, hein. Moi, oui, c'est excellente. D'ailleurs, j'aimerais bien la voir dans d'autres films. J'étais choqué de voir qu'elle était blonde. Blonde ? Ouais. Ah, dans la vraie vie ? Ouais. Ah, j'ai pas vu, j'ai pas regardé. En fait, moi, un jour, j'ai vu un de ses TikTok où elle était habillée avec la blouse de SOS Fantôme. Et elle fait ça avec son téléphone, donc je vois une blonde et je dis oh, elle ressemble à l'actrice de SOS Fantôme. Ouais. En fait, elle a une perruque et j'ai dit ah oui, bah moi j'ai toujours cru qu'elle avait des cheveux bouclés noirs. Peut-être qu'elle est teinte aussi. Peut-être qu'elle non, je pense qu'elle met une perruque parce que ses cheveux sont longs et blonds, donc à mon avis, dès lors qu'elle passe, c'est ça. Mais donc l'arc avec la jeune fille est intéressant. La thématique en plus avec cet arc-là aurait pu déboucher un truc de ouf de l'univers, de la relation. De l'univers paranormal et des gens de Ghostbusters, tu vois. Ah oui. Ça aurait pu être vraiment cool. Ça c'est vrai que c'est... Bah ça c'est une très bonne idée aussi. Ouais, mais pas exploité. Si un peu, mais mal. Pas mal, mais ça se... En fait, il y a de... Enfin, je pense que le film, là où il pêche, c'est parce que je sais pas quelle proposition initiale avait été faite au départ de ce film. Mais par exemple, le méchant, lorsqu'il est introduit, qu'il est expliqué, la scène est vraiment cool. Le méchant est génial. C'est une scène animée. Mais... Le méchant est vraiment... Et c'est ça en plus, le méchant est bien et vous n'allez pas en profiter longtemps. C'est-à-dire qu'il installe sa menace tout le long du film, mais il arrive beaucoup trop tard dans le film. Et ça y est, j'ai envie de te dire... Ça, c'est peut-être dans les 15 dernières minutes du film. Ça. Et le film dure 2 heures. Et en fait, tout simplement, si vous avez vu la bande-annonce... simplement tout le début de la bande-annonce c'est la fin du film. C'est ça. Et c'est un truc de fou et d'avoir teasé le film sur ça, parce que en vrai ils auraient dû se concentrer sur ça complètement, tu vois. Et moi un peu c'est un peu ce que je croyais en vrai moi quand aussi j'ai vu le truc, tu vois. Et je me dis mais putain ouais, un New York plongé dans la glace, genre en mode un peu pas post-apo mais pendant l'apocalypse, ça a l'air incroyable, tu vois. Et puis même on nous a vendu un film horrifique. Zéro. Rien du tout. Quoi. Tous les gens qui m'ont dit il est un peu plus sombre que le premier opus. Bah bon. Bah je sais pas si vous avez vu des trucs sombres souvent dans votre vie, quoi. Et pour moi les 2 premiers Ghostbusters sont comiques, c'est quand même des films comiques, on va pas se mentir, mais il y a des trucs un peu plus sombres que dans les derniers, dans celui-là et celui d'avant, hein, pour moi. Et puis encore une fois, on a une redite des scénarios des anciens, avec justement cette boîte qui contient tous les fantômes qu'ils ont attrapés, qui rappelle un truc qui était dans Ghostbusters 2. Mais ça, à la rigueur, c'est pas grave qu'il ait cette boîte, puisque dans cette boîte, c'est là qu'il les stocke.
Donc mais c'est surtout qu'à la fin du 1, c'est celle-là qui s'allume. Oui, bah bien sûr. Dans la scène post-générique. Oui. Mais c'est une redite du scénario du 2. Et comme l'héritage le faisait, enfin l'héritage l'a beaucoup plus fait, hein, avec l'ennemi et puis les chiens des enfers et tout ça. Même si là, il y a quand même un truc avec les chiens des enfers, sauf que là, c'est un lion. Hein. Ça dure pas longtemps. Non, pas du tout. Et puis ouais, voilà, alors on en va parler, mais c'est SOS Fantôme, sauf que je pense qu'on pourrait compter les fantômes sur les doigts d'une main. Ça, à la limite, ça me dérange pas. Il n'y a pas assez de fantômes, dans les dessins animés, il y en avait qu'un, ça me suffisait, tu vois. Mais c'est, encore une fois, c'est un dessin animé avec une série. Moi, le nombre là me choque pas. Parce qu'on en voit quand même si on en voit 5-6, je m'en tape qu'on en voit 5-6. C'est peut-être parce que je le trouve chiant et que j'aurais voulu me rattacher à des fantômes. Parce que si tu m'en mets un bien vénère, parce que finalement, dans le premier du film des années 80, t'en vois combien des fantômes? Bah, dans le 2, t'en vois pas mal quand même. Ah, dans le 2, oui, mais. Ah ouais. Alors, dans le premier, tu vois. Si, t'en vois un petit peu. Si, parce que. En fait, c'est juste que je pense qu'ils sont juste mieux rythmés. Je sais même pas s'ils sont mieux rythmés, parce que c'est la scène de course-poursuite que vous avez au départ, elle est sympathique, ouais. En fait, il n'y a rien qui est marquant dans le film. On est passé à côté de quelque chose qui aurait pu être réussi. Ouais. Je sais pas s'il va y avoir un troisième opus, je suppose. C'est prévu, je crois, mais. Parce que oui, c'est Sony qui décide. Mais enfin, on gagnerait à déjà mettre certains de nos anciens acteurs, non pas en retraite, mais à ce qui passe définitivement la main sur les projets. Hein. À la rigueur, tu les fais apparaître une ou deux fois. Ça, dans, le Renoir, ça va parce que il est encore en forme, tu vois. Bah, c'est celui qui est le plus en forme. Mais le Bill Murray, là, et tu vois clairement qu'il en a rien à foutre. À un moment, dans une scène, il a des lunettes de soleil, c'est le seul. Alors que la scène d'avant, il en avait pas. Et là, il enlève ses lunettes de soleil en mode, tu sais, même, tu vois. Jurassic Park. Non, ouais, je pensais pas. Mais moi, vraiment, le même du mec qui enlève des lunettes de soleil, il a des lunettes de soleil en dessous. Ah. T'as déjà vu? Bah, moi, ça m'a pensé à ça. Mais je fais, mais d'où les sort? Pourquoi? Il fait nuit. Qu'est-ce qu'il. Tu vois que Bill Murray, il est en roue libre, il en a rien à foutre, tu vois. Et bon, ils ont ramené la secrétaire, mais déjà, de base, la secrétaire, voilà, c'était pas un personnage qui était bien écrit. Là, toujours pas bien écrit. Oui, voilà. Mais toujours pas bien écrit. Puis quand il te l'amène encore, il te l'a. Tu sais, alors je demande pas qu'ils magnifient leurs personnages, mais c'est des personnages que t'as pas vu. Elle, tu l'as pas vu, je crois. Tu l'as entendu. Entendu, mais pas vu dans l'ancien. Dans l'héritage. En fait, on la voit à la fin avec le Renoir, justement. Tu l'entends, qui lui parle. Non, tu la vois. Ah, tu la vois? Je croyais que tu l'entendais. Dans la scène post-générique, tu la vois. Et là, elle est amenée en mode « Salut, je suis là depuis le début. » Bah non, en fait, il nous manque quelque chose. Comme s'il y avait un épisode entre les deux qu'on n'a pas vu, tu vois, qui nous présentait l'histoire. Il y a des choix qui sont discutables et c'est dommage. Parce que je pense que là, on rate quelque chose qui aurait pu être bien. Il y a de bonnes idées. À voir si jamais vous décidez de faire un 3. Mais moi, je vais lui attribuer la note de 4 sur 10. Et je lui mets 4 parce que vraiment j'aime SOS Fantôme et qui était pas non plus complètement à chier. Putain. Mais il est très 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 décevant. Moi je lui mets 4. Tu peux lui mettre une seule note. Hein. Tu es libre. Moi je pense que je vais être faire comme toi pour Godzilla. Je vais mettre 2. Bah... Parce qu'en fait le problème... Alors 2 ou 3. Parce qu'en fait on voit qu'il y a des bonnes idées, mais je pense qu'il n'y a pas les bonnes personnes dessus. Tu vois. Et que le problème c'est que quand on voit les bonnes idées, on voit qu'il y a du potentiel que ça aurait pu être mieux. Mais non. Donc c'est raté. Moi, je lui mets 4 pour pas le décourager au prochain contrôle. Ouais, 4, c'est tu vois, comme ça, il frôle la moyenne. C'est quand même un peu vénère, mais bon. 4, c'est en dessous de la moyenne, clairement. Franchement, encore une fois, si vous aimez SOS Fantôme, vous n'allez pas le voir. Hein. Enfin, si, allez le voir, mais vous allez être... Donc, je pense qu'il y a des fans de SOS Fantôme qui ont aimé. Mais franchement, voilà. Donc, pendant qu'ils recherchent les ressources pour le dernier film, bah, vous comprendrez que moi, personnellement, après avoir vu ça... c'était des films que j'attendais beaucoup parce que bon bah moi j'aime bien les trucs cons, hein, j'aime pas le cinéma, enfin si j'aime bien le cinéma mais j'aime bien aller au cinéma pour me marrer et le problème c'est que j'ai plus trop envie de rigoler parce que je vois soit trop les défauts parce que j'ai vu trop de films ou je m'amuse plus comme avant et c'est dommage parce qu'il y a quand même des films, bah non puisque ce film là et d'autres films m'ont prouvé qu'il y avait des gens qui dès lors qu'ils faisaient un petit effort sur la réal, la proposition du jeu d'acteur et l'écriture du film, bah tu rentres dedans facilement. Et il y a des gens ils vont me dire ouais mais t'es chiant, tu décortiques. En fait on décortique pas les films et ça nous fait pas plaisir de les décortiquer, mais on aime bien comprendre pourquoi on a ressenti ça en regardant un film. Et là pour le coup j'avoue que SOS Fantôme il m'avait mis un petit taquet derrière la tête. On va pas dire que je suis allé à reculons voir celui-là et après Civil War, mais j'étais pas convaincu. Mais Civil War c'était pareil, c'était eux, il était sympa, on en a parlé sur la casting ratée, vous pouvez aller voir la VOD, n'hésitez pas. La VOD sur dispo mais sur celui-là par exemple, il me dit on va aller voir ça, je dis ok, si tu veux, de toute façon,
Ça y est. Et même celui qu'on a vu aujourd'hui, on parlera au prochain GRS, bah il y a quelque chose. Il y a des gens. Donc en fait, faire des propositions cinématographiques qui peuvent convenir aux spectateurs et qui te laissent pas à la rue et qui te montrent pas n'importe quoi, filmer n'importe comment avec des propositions, c'est pas ce qu'elles foutent là. Mais est-ce que vous vous réunissez, est-ce que vous discutez entre vous, est-ce que c'est vraiment le studio de production qui vous donne l'argent, qui choisit à la fin comment on monte votre film? Parce que moi, les studios de production, moi je suis quasi sûr que c'est eux qui foutent la merde dans votre travail, quoi. La plupart du temps. En fait, on a besoin quand même Ah ouais, de je peux studios pas. Bah oui, c'est de eux qui production payent. pour encadrer quand même un film, parce qu'on a déjà vu l'exemple du fait que si on laisse trop de liberté à un réalisateur, ça part en couille. Tu vois. Incroyable. Et oui et non, parce que des fois, ça donne pas des choses Moi, bien. je pense que des Peter Jackson, tu peux pas trop les Spielberg et tout, tu peux pas trop les mater. Hein. Bah, Spielberg, 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 il y a déjà eu un exemple où on l'a laissé faire ce qu'il voulait. Ça a été un gouffre à pognon et ça a été une plantade de box-office. C'est quoi? C'était 1984 ou un truc comme ça. C'était son deuxième ou troisième film. Tu vois. Bah, et c'est en pas fait, au deuxième ou troisième que tu laisses faire ce qu'il veut, c'est au bout du 5e. mais non, mais le truc c'est que vu qu'il a fait Les Dents de la Mer qui a marché de ouf et c'était en mode trop bien, on lui a dit bah tiens les clés, vas-y fais ce que tu veux, et on lui a lâché la bride et il a fait n'importe quoi. Mais non, tu lui fais confiance au bout du 5e ou 6e film qu'il maîtrise. Mais maintenant aujourd'hui tu vas me faire croire que Spielberg et les producteurs ils lui disent comment réaliser ses films. Bien sûr que non, mais voilà. Maintenant Spielberg il a de la bouteille, tu vois. Ouais, il a de la bouteille, mais si tu veux le convoquer pour un projet... pour Peter Jackson, ils l'ont usé, lui. Ils l'ont usé, mais on l'a bridé quand même pour Le Seigneur des Anneaux et le Hobbit. Bah, de toute façon, et là, je sais pas si on entendra un jour parler de lui. Je sais pas, je pense il est sorti du circuit. Ouais. Donc, mais ouais, il est toujours producteur, mais... Ouais. Bah, je pense que c'est le mieux. Hein. Ouais, je trouve. À choisir, moi, je préfère être réal, mais ça dépend comment elle gère ta boîte de prod. Et le troisième film que nous avons vu avec Raven, c'est Monkey Man. Je te laisse nous parler, Raven, du casting et de la réal de ce film avec... Dev Patel, t'as pas réussi à le dire. Non, du coup, non, je te l'ai laissé. Je croyais que t'allais le dire. Non, je savais. Donc réalisé par Dev Patel, c'est son premier film. Alors il a peut-être fait non, c'est son premier film. Il a peut-être fait des courts métrages avant, mais on n'en sait rien. Mais qui était acteur avant et qui a été qui est connu... toujours acteur maintenant. Et oui, qui est d'ailleurs toujours acteur, parce que dans ce film-là, il est scénariste, réalisateur, acteur et producteur. Voilà. Il a été connu dans Skins les 2 premières saisons. Ensuite, il a cartonné dans Slumdog Millionnaire, le film de Danny Boyle, pardon. Bien sûr, Le Dernier Maître de l'air avec Shyamalan. Indian Palace, où il y a eu Indian Palace 2. Voilà, suite royale plus tard. Lion aussi, il a joué dans Chappie. Il a fait pas mal. J'ai vu Wedding Guest récemment et qui est plutôt intéressant. Donc voilà, The Green Knight aussi, qui était exclu Amazon Prime, je crois, ou un truc comme ça. Voilà. Donc là, il se met à la réalisation. Et quel premier film, hein. Donc scénarisé par Dev Patel, Paul Agunawala et John Colley, que je ne connais pas à vrai dire. Et il faut le dire parce que le film a été vendu comme ça, produit par Jordan Peele, hein, le réalisateur de Get Out, Nope, et puis Us. Donc voilà. Au casting, on a bien sûr Dev Patel, Sikanda Kher, Chartlo Copley, Pito Bash, Vipin Sharma, Aditi Kalkunte, Sobita Doulipala, Ashwini Kalsekar. Et oui, c'est en grande partie un casting indien, puis bien sûr d'autres personnes, parce que ce film se passe en Inde. Ce film se passe en Inde et nous raconte l'histoire d'un homme qui vit de bagarres clandestines, où il se grime en singe pour faire référence à un conte que sa mère lui racontait quand il était petit, c'est le conte de Saruman. Donc ils sont à des combats semi-arrangés. Et on sait pas trop ce qu'il fait, mais il rencontre un jour quelqu'un et il décide d'intégrer un luxueux hôtel pour une raison particulière, puisque c'est une histoire de vengeance. Et il s'avère que dans cet hôtel, il trouvera les responsables d'un malheur qu'il a connu étant plus jeune, et il va devoir y répondre par le sang. Voilà. Tout simplement. Scénario simple mais efficace, j'ai envie de dire. Scénario simple et efficace. Film nerveux. La photographie, je crois que tu peux pas prendre un plan du film qui est moche. D'ailleurs, faut savoir que la pieuvre n'a pas trop aimé. C'est vrai. Oui. Et il aime beaucoup Dev Patel. Il est difficile, hein, parce que... Alors, c'est ce qu'il m'a dit, je sais pas s'il verra la VOD ou si Didier regarde, parce que Didier regarde la BDR. Ce qu'il m'a dit, c'est que je crois qu'il l'a trouvé trop convenu.
Ah, je trouve. Je crois, hein. J'ai pas envie de travestir sa propos, mais la première fois que tu le reverras pour le Bah, taf, je le vois pas assez. ou que tu viendras parce qu'ils refont ce qu'ils ont fait l'année dernière. Ouais, T'es convié. Pas sûr, mais. Bah, en tous les cas, t'en discutes. Ouais, bah oui. Mais tu discuteras de ça avec lui au plaisir. Et vraiment, il a pas détesté, mais il est pas emballé. Et pourtant, il adore Dev Patel. Convenu, je sais pas. Alors, je sais pas si c'est convenu qu'il a dit, mais qui ressemble. Il a pas dit, c'est moi qui le dis. Qui rentre peut-être dans les codes du film d'action. Alors oui, il les embrasse, mais je trouve qu'il propose quand même quelque chose qui révolutionne pas le film d'action, attention, hein, mais qui propose quelque chose qui, dans le paysage des films d'action qu'on a en ce moment, change un peu par rapport au rythme, tout simplement, à la photographie, parce que, alors je ne le connais pas, mais apparemment il a pris un photographe, un directeur de la photographie qui est assez connu et qui est assez balèze, hein. C'est pas n'importe qui. Coordinateur des cascades, je sais pas qui l'a pris, mais c'est presque impeccable. Alors là, il m'a dit que quand la caméra bouge tout le temps, c'est typiquement le genre de mec qui sait pas filmer des scènes d'action. Il m'a dit exactement cette phrase. Je suis pas d'accord. Et ben alors, moi, avec du recul, je commence à me dire, c'est pas complètement con. Oui, mais là, je suis pas d'accord parce que il a 3 monteurs sur le film. Et alors, quand on fait plusieurs monteurs, on se dit ah chaud. Mais là, je trouve que non parce que encore une fois, quand on est sorti du film, je l'ai dit, ça secoue. Et moi-même, je suis pas fan de quand ça secoue. Mais par contre, tu vois chaque action. C'est pratiquement tout clair, tu vois. Tu vois tout ce qu'on te montre dans... Parce que c'est vrai que ça cut beaucoup. C'est vrai, ça bouge beaucoup. Je suis conscient. Mais, surtout dans le plan séquence d'ailleurs. Mais... meilleur plan du film. Alors je suis pas totalement d'accord, mais ouais, il est balèze. Parce que il joue avec ça, avec le fait que bah, t'as maintenant dans les films d'action, on peut nommer les John Wick, ou dans le même style. Nobody. Ouais, voilà, Nobody ou d'autres encore, Taken. où t'as tout le temps un plan séquence, tout le temps, ou Tyler Rake. Il y a aussi ça. The Equalizer. Equalizer, ça m'a pas... Non, je crois pas. Ça m'a pas marqué. Je crois que d'ailleurs c'est un des rares peut-être. Mais lui, Tyler Rake vénère. Bah oui, et ils sont vendus d'ailleurs sur ça, les 2 films. Mais là, il joue avec ça justement en te proposant des trucs intéressants sur le fait que déjà, le plan séquence, il est vers la fin. Déjà. Il est pas au début? Enfin, au milieu? En fait, il y en a un. La jonction entre la première partie il y en a du film un au et milieu, mais il est coupé. Il n'est pas intégralement mis. Ok. Bah, je l'ai vu 2 fois, donc je peux le dire, mais en fait, c'est ça que j'ai remarqué. Tu vois que c'est un plan séquence, mais par contre, il est coupé. C'est pas genre en mode, regardez, c'est un plan séquence, c'est trop bien, t'as vu comment je gère de ouf. Non, il l'est mis et il est coupé, en fait. Et quand il reprend, tu vois qu'en fait, c'est... Alors, peut-être pas, peut-être que c'est plusieurs plans et j'en sais rien, mais le plan séquence qui arrive plus tard, en fait, le perso, il a subi. Et en fait, c'est pas un plan séquence où c'est dynamique, c'est machin. En fait, le perso se traîne, tu vois. Il a du mal à avancer. Et le plan séquence, il n'est pas frénétique. Il le suit et... Enfin, comment dire? C'est pas doucement, parce qu'il est quand même rythmé, mais quand il monte les escaliers, c'est pas il court dans les escaliers, tu vois. Il monte et il se raccroche à la rambarde, il galère parce que bah il a subi de ouf. Et c'est ça que j'aime bien, en fait, là-dedans, qui prend un peu le contre-pied de ce que t'as vu dans les autres plans séquences. Et dans les trucs d'action, alors... Pareil, il y a quelques petits trucs en mode la fameuse scène où genre il court, il se jette par la fenêtre et la caméra le suit comme ça en plonge. Ça, tous les scènes d'action qui sont sorties sur Netflix, il y a une scène comme ça tout le temps. Et là, il joue avec ça aussi. Il joue avec le fait de choisir son arme, tu sais, les gros guns et tout machin, les grosses comment dire, à la John Wick, les grosses tueries au flingue comme ça et tout. Alors que là non, vu qu'en fait, comme je t'ai dit, il va acheter son flingue, il lui dit que c'est un flingue qui est lourd, mais par contre qui a petite portée, il faut que tu sois à côté pour tirer, tu vois. Et dans tout le film, c'est pas il tire au loin comme ça, tu sais, genre il est en bas, machin, non. À chaque fois qu'il le tire, il est là, tu vois, tout le temps. Et c'est ça qui est intéressant. Donc il comprend les films d'action, il joue avec les codes, sans les révolutionner, certes, mais le truc de frénétique et tout, je comprends que ça peut désarçonner, mais par contre, si tu regardes bien, alors peut-être à 2-3 scènes où tu vois pas trop, mais tout le temps, tu vois ce qu'il veut te montrer. L'action, tu vois ce qu'il veut te montrer. Et ça, je trouve ça vraiment excellent, quoi. Après, c'est pas lui le monteur, mais il a essayé de trouver des gens avec qui travailler pour que son film ait de la gueule et fonctionne. Bah, son film, pour moi, il a de la gueule. Honnêtement, son film a de la guelle. À la rigueur, moi, ce que je vais lui reprocher, c'est trop violent. Parce que moi, j'aime pas. Oui, il y a quelques... Ouais, ça, par contre, il y a quelques scènes qui trucs violents, qui sont assez hardcore. La juxtaposition avec la mythologie, je trouvais ça sympa, très peu exploité malheureusement. C'est ça peut-être, c'est ce que ça me l'a dit la pieuvre, parce qu'on en a discuté.
Et il m'a dit, bah, à part, il m'a dit à ce moment-là, le masque de singe, à ce moment-là, le masque de singe et la fresque. Bah, finalement, tu comprends pas trop pourquoi le film il s'appelle comme ça. Il fait pas trop de références qui sont faites. Alors, enfin, Le je film s'appelle comprends. comme ça parce que durant les combats, il se met comme ça. Ça, tu le vois pas beaucoup. Oui, mais en fait, quand tu t'écoutes l'histoire que sa mère lui raconte, c'est comment le film est composé. En fait, l'histoire, c'est différentes phases en fait du personnage. C'est comme ça que le film est composé. Il y a eu des flashbacks. Ouais. Le film nous Alors ça, on aurait explique. pu. Pour certains, Il y a certains flashbacks qu'on aurait pu s'en surtout ceux passer. du Ouais. milieu et de la fin. Ouais. C'est dommage. Alors moi, je suis pas anti-flashback comme lui, mais là, pour le coup, il y avait des choses, des éléments que j'avais pas, donc j'étais content que le film les donnait. Mais on vous donne vraiment des petits morceaux. Et à un moment donné, on vous en donne un tout petit peu plus. Donc tac, 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 vous comprenez en fait ce que le personnage y fait. Mais en fait, les flashbacks visent à. Après, c'est un outil cinématographique qui peut servir. Le problème, c'est que moi, à la différence de lui, c'est que moi, les flashbacks me dérangent pas. Mais en fait, c'est pas qu'ils me dérangent au bout d'un moment, les flashbacks, c'est que j'ai compris. Et il continue. Alors qu'il y a une scène qui est un peu. Ouh, drogue. J'ai adoré. Ouais, cette scène. Alors, moi, je l'ai ni adoré ni détesté. Je savais pas ce qu'elle foutait là, mais pourquoi pas? Si, parce que. Pourquoi pas? La scène Encore une drogue. fois, ça rappelle le moment de l'histoire. Alors bon, c'est adapté parce que dans l'histoire qu'elle lui raconte, c'est pas vraiment ça, mais ça rappelle le moment où, en fait, c'est pas original, hein. Le héros veut atteindre un truc, il essaye, il chute, et après il faut qu'il se relève, et il va se relever plus grand. Ouais. Et c'est ça en fait, tout simplement. Et dans l'histoire, ça l'est aussi. Et il y a, alors, c'est une mythologie qui s'adapte à notre époque, en fait. Et c'est ça que j'ai bien aimé, moi. Et puis qui critique un petit peu la politique en Inde. Alors, oui, sur l'état de l'Inde. la quoi, ségrégation, pour le coup, sexuelle. Oui. Les castes aussi, bon bah ça après la pauvreté, la misère, il y a quelque chose, le handicap, Oui. mais très léger. En fait, il y a des personnages qui amènent des thématiques avec eux. Donc le film est vraiment riche, et puis, mais visuellement, ah oui, on avait parlé, ça c'est important de le dire en live, la composition de l'image. Oui, Les images, et ça je l'ai dit à la pieuvre, j'ai dit quand même, il y a des trucs où moi j'ai remarqué qu'il y a des coupures, et il y a des scènes qui se répondaient. Et je l'ai vu pendant le film. Alors, c'est des trucs que j'analyse pas, parce que moi, je suis même pas dans l'analyse. Quand je regarde un film, je sais pas ce qu'il en est pour toi. Moi, je prends ce qu'on me donne. Pas pendant le film, j'ai du mal, moi. C'est très difficile. Ouais. Mais là, à un moment donné, je l'ai vu. C'est comme tout à l'heure, le film qu'on a vu, à un moment donné, le mec, il dit une phrase au tout début du film, les 20 premières minutes, il dit une phrase. Et j'ai dit, putain, c'est chiant, parce que c'est dit cette phrase-là, donc c'est ça l'histoire. Donc, et j'étais content que du coup dans le film cette phrase-là revienne peut-être 20-30, elle vient un peu plus tard, elle vient au milieu du film. Ouais, après le film qu'on a vu c'est une composition spéciale parce que c'est un style de film qui fait que t'es un peu obligé de faire ça, ce genre de truc. Oui, mais du coup les gars ils te disent une solution au début, donc tu te dis pourquoi ça. Alors tu te dis ah oui c'est vrai parce que au début vu que c'est un truc, enfin bref, on en parlera le jour venu. Mais moi je prends le film tel qu'il vient, donc j'analyse pas. Et là pendant ce film là, il y a un truc qui me marque et je dis oh. Après, je me dis, c'est peut-être pas fait exprès. Et en fait, c'est dans les découpes et la composition de l'image avec à quel moment tu la remplis, ce que tu mets, et ça se fait très souvent. Il y a des films de Far West où les mecs ils se parlent, il y a un poteau en arrière-plan qui divise l'image en deux. C'est fait exprès. Parce que la dualité de ces deux personnages-là va devenir importante dans le film. Donc, ces mecs-là, à l'époque, savaient travailler l'image pour et mettre en valeur par la prise de vue ce que le film devait expliquer. Et lui, il le fait. Et ça, c'est vraiment cool. Non, vraiment, Dev Patel pour un premier film, moi je te connaissais pas trop, j'ai juste vu Lion de toi, et j'ai rien vu d'autre. C'est vrai que t'as pas vu Slumdog Millionnaire. J'ai jamais vu Slumdog. C'est un peu mieux que Lion quand même. J'ai écouté le son du TSR Slumdog Millionnaire, mais j'ai jamais vu Slumdog Millionnaire. Je connaissais pas trop l'acteur, The Grey Knight pour La Pieuvre, c'est un chef-d'œuvre. The Grey Knight, c'est pas du tout un film pour toi par contre. Ah bah, de toutes les manières, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de films que Dev Patel a fait qui sont pour moi, à part Lion. Et Lion non, Slumdog Millionnaire aussi. Je pense que Skin, mais ça a peut-être un petit peu vieilli. Mais ouais. Mais film voilà, bien foutu, bien pensé, avec des scènes travaillées. Il y a du boulot. Les gens ont réfléchi avant de nous proposer quelque chose. Et ça se voit. Alors, j'avais... je l'ai pas écrit, mais le budget de ce film... Je crois, c'est pas beaucoup, mais j'ai oublié le nom. Je l'avais pas écrit, je suis con. Quand j'écris pas, j'oublie. Mais le budget, c'est vraiment ridicule, quoi. Genre 10 millions.
Non, alors plus quand même, mais je crois que ça tourne, je crois, entre les 20 ou 30 millions, un truc comme ça. Je crois qu'il marche pas tant que ça, malheureusement. En tout cas, alors moi je parle que de la France parce que pour les restes j'en sais rien, mais dans la France il a pas marché de ouf parce que il était pas énormément distribué. Il était quand même distribué comparé à d'autres films, mais il passait pas dans toutes les salles non plus. Hein. Peut-être qu'en Inde, il va cartonner. Alors, c'est pas... Peut-être. Attention, je dis pas, c'est un film avec des gens qui viennent Alors, d'Inde. Mais vu qu'en Inde, au niveau du cinéma, ouais, ils ont c'est les ça. RRR, Peut-être qu'il trouvera son public là-bas. Peut-être qu'il aussi il passerait inaperçu en Inde parce que bah en Inde il y a beaucoup de Il y a beaucoup de projets, mais ça, et c'est le quand même... problème en Inde c'est que les films sont redoublés. D'ailleurs c'est un sujet que je voulais parler mais qui était trop dense. Le doublage en fait, et en Inde le doublage en Inde tout simplement il y a plein de langues et en fait les gros blockbusters sont doublés en fait, et dans plusieurs des langues pour toucher un maximum de trucs. Là, le problème, c'est que bon, t'as une langue, d'ailleurs, t'as une langue indienne, mais principalement c'est de l'anglais. Donc en fait, faudrait, et ça coûte de l'argent, doubler le film, alors minimum dans 4 langues pour toucher un vaste public en Inde, tu vois. Ah ouais, putain. Et c'est compliqué. Ça. Et je sais pas si l'Inde fonctionne, si les films en VO sous-titrés fonctionnent en Inde, tu vois. Je sais pas non plus. Je sais pas. Mais oui, je pense que c'est un film qui pourrait fonctionner en Inde. D'une, parce que Dev Patel est d'origine indienne, et en fait, ça fait plusieurs films qui veut se rapprocher de ça. Dans Wedding Guest, c'était ça. Il allait au Pakistan et tout. Mais alors, ce qui était intéressant, c'est que dans... Il est pakistanais, on va dire. Je sais pas du tout. D'accord. Genre, franchement, je pourrais pas dire... Alors, il est né en Angleterre. Hein. Oui, mais il est d'origine indienne, je crois, ou pakistanais, j'en sais rien. Il y a beaucoup d'immigration indo-pakistanaise, enfin, c'est une communauté très forte. Là, alors, il est peut-être pakistanais, je ne sais pas. Mais je dis indo-pakistanais en tout cas, pour pas me tromper, ouais. Je coupe la pour un deux. Après, c'est vrai que l'entente entre l'Inde indienne et le Pakistan, c'est compliqué. Et d'ailleurs, il y a des films indiens qui le soulèvent. Hein. Et dans The Wedding Guest, là où ça se passe principalement là, en Inde, et à moitié Pakistan-Inde, bah, ils parlent pas la langue en fait. Ils parlent en anglais. En mode, c'est un peu. En gros, c'est pas un touriste, mais c'est un anglais qui vient dans ce pays-là, tu vois. Alors que c'est ses origines. Mais ça fait déjà peut-être 3, avec celui-là, peut-être 3 ou 4 films où justement il essaye de reconnecter avec ses origines, et je trouve ça intéressant parce qu'il le fait plutôt pas mal, tu vois, et j'aime bien en tout cas ce qu'il propose, à voir plus tard, mais encore une fois aussi, ce qui m'a étonné moi c'est que ça soit un film d'action, parce que ces films qui a fonctionné, on va dire, c'était Indian Palace, qui était des films anglais, avec des acteurs d'ailleurs anglais réputés, mais qui étaient des comédies dramatiques, hein. Et dans Skins, c'est pas un acteur d'action, tu vois, et je crois pas qu'il ait fait de films d'action, tu vois. Slumdog Millionnaire et Lion, c'est pas des films d'action, tu vois. Et c'est étonnant de sa part de partir là-dessus. Mais par contre, quand tu regardes le film, tu vois très bien qu'il aime les films d'action. Le film est une déclaration au cinéma d'action. Ah, oui. Il est bien foutu, les acteurs sont bons, visuellement il est impeccable. Franchement, à part les trucs que je lui reproche, c'est-à-dire l'hyperviolence, parfois une volonté de trop nous expliquer à un certain moment, et même si tu me dis, oui, bah, la liaison entre le conte mythologique indien et son histoire, j'aurais voulu que cette espèce d'esthétique qu'on a dès le début du film, hein, avec cette espèce de violence, côté sueur, latex. Bah après. Sueur, latex, le masque est en latex, commencez pas à me faire dévier avec les conneries de clips qui pourraient être faits avec ça. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs. Le titre du film et le fait qu'il tourne autour de ce masque, et que juste avant que, bah, on va dire que le combat arrive, il l'enlève. Mais je me suis dit. Après, c'est peut-être symbolique, tu vois. Bah voilà, je l'ai pas vraiment trouvé le pourquoi, mais je me suis dit, il doit y avoir un truc de symbolique en mode, tu sais, il enlève sa seconde peau. Parce que là, du coup, c'est pas le conte qui parle, c'est lui. Ça peut être interprété de tellement de manières. Peut-être que c'était l'image de sa violence, et que, tu sais, juste avant, t'as toute la phase drogue psychotique, un peu cinéma d'exposition, tu vois, d'ailleurs qui rappelle les films de Terrence Malick, et ça c'est un peu incroyable de voir une référence comme ça dans un film de baston comme ça, mais moi j'ai beaucoup aimé. Mais tu sais, c'est en mode ouais, vu que c'est le personnage qui est guidé par la vengeance et que c'est sa seconde peau, on va dire, c'est à ce moment-là qu'il se libère de ça et qu'il va de l'avant pour être lui-même. Ce qui fait écho un peu à la scène de fin qu'on voit contre... Ah oui, on n'a pas dit, c'est vrai que le film ressemble à un jeu vidéo quand même. Alors, ça m'a moins choqué que John Wick. Ah oui, mais quand même, avec cette tour qui grimpe pour arriver tout en haut. Oui. Mais il y a aussi la scène de fin. Enfin, les scènes de bagarre de fin. Il y a des trucs au niveau de la chorégraphie, de l'action, de l'intensité. Et en plus, c'est pas comme John Wick ou The Equalizer, c'est pas le mec
indestructible qui traverse Un tout petit d'un peu point quand à bah quand même il prend, Parce que il prend tarif hein. surtout dans les scènes de combat de ring là, il prend cher de ouf et il s'en sort. Hein. Moi, la moitié des coups qu'il prend, je pense qu'il y en a des. Pourquoi la moitié moi un coup oui, un coup mais c'est voilà, fini tu vois. moi pour moi. Donc je trouve qu'il y a quand même par rapport, parce qu'il y a aussi la mythologie du fait que en fait le perso de la mythologie se croit invincible au début. Hein. Et en fait. Et il est puni par les dieux. Voilà, que... et en fait, il y a ça dans le film sur le personnage. Hein. Il y a cette dimension-là c'est le cul entre deux chaises, en mode on te le dit sans te le dire, mais voilà quoi, un peu. Moi j'ai trouvé. Mais en tous les cas, on va pas trop en dire parce qu'on vous laisse quand même le découvrir. C'est un film que nous vous invitons à aller découvrir comparé aux 2 autres films dont on vous a parlé. Je vais lui accorder la note de 8 sur 10. Et je lui mettrai pas plus parce que j'ai mis 7 à Civil War. Fufu il va me gronder, mais donc, ça on l'a vu avec Fufu. Donc 8 sur 10 parce que vraiment c'est une bonne proposition et il y a vraiment 2-3 trucs moi qui m'ont gêné, mais ça reste une très bonne, enfin comparé à ce que j'ai vu avant, une très bonne proposition, un très bon film. De loin. N'hésitez pas. Donc ouais, bah moi ce sera un 9 sur 10. Bon, parce que encore une fois il révolutionne pas le film d'action, il est pas parfait, mais je m'en suis pris plein la gueule quoi. Et, voilà. Et je suis allé le voir 2 fois d'ailleurs. Il a été le voir 2 fois et il est ressorti conquis. Donc en film numéro 1 on a vu Godzilla X Kong. Il lui a mis 0, je lui ai mis 2. C'est pas marquant, c'est mal bringué et c'est dommage. Moi j'ai mis 2 parce que j'ai bien aimé l'antagoniste et parce qu'il y a des gens qui ont bossé sur les CGI, donc il y a des gens qui ont fait des efforts. Et donc j'ai envie de récompenser ça, mais lui il a raison de mettre 0, mais lui c'est pour les producteurs. Voilà, dans ta gueule. Le deuxième film, c'est SOS Fantôme, la menace de glace. Il y a de bonnes idées, il y a des bonnes choses. C'est mal exploité et c'est dommage. Je lui ai mis 4, il lui a mis 3. Mais on terminera sur Monkey Man, le film de Dev Patel, réalisé par Dev Patel, avec Dev Patel, pour Dev Patel. C'est faux! Qui est un film d'action qui fait une proposition honnête et très bien travaillée au niveau de l'image. Au niveau de tout, ce film il est percutant et peut-être qu'il y a il lui a mis la note de 9 et je lui ai mis la note de 8. Peut-être qu'il y a des choses qui pourraient être perfectibles et parce que moi je peux pas appeler ça un chef-d'œuvre et je me voyais pas non plus lui mettre 9 parce qu'il y a quand même des trucs qui m'ont dérangé dans le film. Il lui a mis 9 quand même. Ça reste une excellente proposition sur les films que vous pouvez voir là qui sont encore disponibles cette semaine et à mon avis la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à aller vous faire votre propre avis. Je crois qu'il est plus disponible. Ça, bon bah allez en VOD, en DVD, en Blu-ray, en 4K. N'hésitez pas pour celui-là. Et c'est fini, mais le GRS revient ce mois-ci puisque nous avons déjà un film. Nous allons revoir des films il y a dont des ce sorties week-end. Qui arrivent. Casting la raté, je singes, pense. On va le faire. Merci d'avoir regardé le Gonzo et Raven Show. On espère que nos avis sur les films et leurs annonces vous auront interpellé plus. Merci de regarder la VOD. Merci de faire play sur la vidéo YouTube. Merci Raven de m'accueillir à chaque fois dans ton entre pour qu'on parle. Merci pour le fauteuil d'Emmanuel. Il est cool, il est confortable. Il est incroyable. Franchement, tu vois, manque plus qu'une pipe à bulles. Et voilà. On essaiera de la trouver. Merci à vous qui nous avez regardé. On vous dit d'ici à ce que vous nous retrouviez sur une autre émission rocambolesque. N'oubliez pas qu'il est important de casser des réalités. À bientôt sur la BDR TV.